Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h41 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. Bonjour Yanis Roder. Bonjour. Vous enseignez l'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, c'est un département dans lequel vous travaillez depuis plus de 20 ans, qui a été le théâtre d'émeutes après la mort de Naël. La Seine-Saint-Denis, comme beaucoup d'autres départements, mais là peut-être encore plus qu'ailleurs. Je voudrais qu'on revienne sur votre vision des jeunes. Vous êtes avec eux au quotidien depuis 20 ans, leurs ressentis, les événements, leurs causes. Mais avant cela, on est retourné dans ces quartiers avec vous, Nicolas Traîneau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, vous êtes reporter RMC et près de 2 semaines après la mort de Naël, vous êtes retourné à Pierrefitte-sur-Seine où vous avez passé 2 jours. Exactement. On retrouve le prénom de Naël sur plusieurs immeubles de cette ville de Pierrefitte et sur la place de la mairie. La porte vitrée de cette mairie, justement, est remplacée par un panneau de métal et des tasseaux puisque le bâtiment et le commissariat ont été caillassés après la mort du jeune homme. Un tabac pillé, les rails du tramway endommagés par des feux de poubelle le long de la nationale. Je suis donc allé passer du temps avec ces jeunes de Pierrefitte en bas de leurs immeubles. Beaucoup de personnes m'ont parlé, mais personne ne reconnaît clairement avoir participé aux violences. Ils ont entre 17 et 30 ans, étudiants, charpentiers, rappeurs ou à la recherche d'un emploi, et ils ne se remettent toujours pas de ce qui s'est passé. La violence, elle s'est atténuée, mais la colère, elle est toujours là. Faut demander à n'importe quel jeune. En fait, c'est pas que la mort du petit Naël qui a fait ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Tant que la police elle se comportera comme ça finira jamais quoi qu'il arrive. Tu vas à Paris, tu vas pas voir ça. En banlieue, tu vas voir ça. Des contrôles pour rien du tout. Ils parlent mal, ils provoquent tout le monde. Un contrôle, il va venir comme ça, il va te baffer. La police nous protège, mais qui nous protège de eux, monsieur? C'est ça on veut savoir, nous. Chaque année, 14 juillet, dans tous les quartiers de France, ça pète. J'imagine même pas le 14 juillet. S'il y en a, ils vont pas rentrer dans les commissariats chercher des armes et tirer en l'air. Le feu d'artifice de la commune est prévu jeudi soir. La Première ministre a indiqué que pour la fête nationale, des moyens massifs seront déployés partout. En tout cas, vous l'avez entendu, à Pierrefitte, les rapports avec la police sont compliqués. 4 plaintes pour des faits de violences policières ont été déposées il y a 3 ans à Pierrefitte. Les affaires sont toujours en cours. Ces jeunes ont vécu comme des provocations. La cagnotte de l'extrême droite destinée aux policiers. Chez ses habitants de 17 ans, le même âge que le jeune homme tué par la police, cela renforce le sentiment d'être exclu et discriminé. Tous les jours, on vit le racisme. Ça nous fait mal au cœur, mais on vit avec. On dirait qu'ils veulent pas nous voir grimper, ils veulent pas nous voir à leur niveau. Quand ça part de nous, ils écoutent pas, ils ont les oreilles bouchées. C'est ça que tout le monde s'est dit. Et certains jeunes et habitants regrettent que les projecteurs se soient vite braqués sur ces violences urbaines et les dégâts plutôt que sur les racines de leur colère. Et comment faire pour apaiser ? Comment faire? Eh bien, des médiateurs bénévoles se décarcassent pour aller à la rencontre des jeunes, pour écouter, pour désamorcer les tensions, mais ils sont peu nombreux et la situation est encore très sensible. Des élus font pareil. Farid Haïd est un enfant du quartier. Ancien éducateur devenu chef de file de l'opposition à la mairie, il réclame plus de moyens depuis des années. Moi, j'ai pas vu les milliards, en tout cas, arriver à Pierrefitte. Néanmoins, ce que j'ai vu, c'est qu'on a fermé le service municipal de la jeunesse. Il y a 1 an, il y avait 12 animateurs au service municipal de la jeunesse. C'est-à-dire que 12, on est passé à 2. Mais il y a un problème. Alors, il y a un problème du côté du nombre de médiateurs. Mais c'est vrai que depuis le début de votre reportage, Nicolas, je suis frappée quand même qu'ils ont l'air presque d'être comme observateurs ou extérieurs à ce qui se passe. En fait, ce qu'on sent sur le terrain, c'est que personne n'ose prendre position, condamner ou bien souscrire à ces violences. Les fractures, même entre les habitants, sont perceptibles. Les jeunes, par exemple, estiment que ceux qui ont voulu apaiser, notamment certains parents, sont du côté de la police parce qu'ils ont voulu faire descendre la pression. C'est compliqué de dialoguer, même s'il y a des initiatives quand même qui sont en cours. Et d'ailleurs, on le sent, hein, les parents, ils font ce constat, ils vous l'ont dit. Personne ne veut dire un mot qui puisse rallumer la flamme, la mèche. Exactement, et ceux qui ont accepté de me répondre, eh bien, ils attendent une réponse politique, autre que la répression, face à cette colère grandissante qu'ils sentent de plus en plus aveugles. Le tramway, du côté des dégâts, lui, a été réparé hier. Les animations dans les quartiers, je vous parlais des initiatives, elles ont été maintenues ce week-end. Mais en revanche, à notre connaissance, aucune initiative de la ville n'est menée spécifiquement pour rétablir le dialogue suite aux événements. Et le maire n'a pas répondu à nos sollicitations. Merci Nicolas, vous restez avec nous bien sûr. Nicolas qui a donc passé plusieurs jours au sein du département en discussion avec les jeunes à Pierrefitte-sur-Seine. Je reviens avec vous, Yanis Roder. Ces jeunes, vous les côtoyez au quotidien. Vous êtes vous-même professeur, donc en Seine-Saint-Denis depuis 20 ans, professeur d'histoire-géographie, je le disais. On l'entend à l'instant dans leurs paroles quand ils disent le racisme, on le vit au quotidien, ou quand ils disent cette phrase, ce qu'on vit ici, on ne le voit pas à Paris. C'est ce sentiment d'être
à part, d'être victime? Est-ce qu'ils l'expriment aussi avec vous, les professeurs? Oui, cela arrive qu'ils expriment ce sentiment d'être, en dehors de là où ça fonctionne, en dehors de là où se font les choses. Oui, ça, c'est quelque chose que l'on entend régulièrement, en effet. Et quant à la question du racisme, ils en parlent, mais ils n'en sont pas nécessairement victimes au quotidien, en réalité. Les études ont montré, hein, qu'il y a un véritable racisme à l'embauche, mais qu'une fois que les gens sont embauchés, voilà, il y a les ascensions, on va dire, dans les métiers se font, absolument normalement. Ça ne veut pas dire qu'au quotidien, par exemple, dans les rapports avec la police, et ça, c'est quelque chose de très compliqué, ils ne se sentent pas stigmatisés par par ce que disent les jeunes, que j'ai pu constater moi, hein, sur le terrain, c'est-à-dire ces contrôles d'identité répétitifs, toujours les mêmes, alors que les policiers savent très bien à qui ils ont affaire. Alors, en plus, on se dit souvent qu'un certain nombre de policiers, quand on les écoute, et il y en a un certain nombre qui ont témoigné aussi au 32-16 sur RMC, ils sont parfois issus du même quartier, ils sont eux-mêmes issus du même milieu. Il n'y a pas forcément un sentiment, parce qu'il y a aussi cette idée que chacun viendrait de castes quasiment différentes. Non, non, bah, pas nécessairement. Effectivement, on a de plus en plus de policiers qui sont issus, hein, de ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité. Je le vois même parce que moi, il m'arrive de former des policiers, et donc voilà, je ne peux que le constater. En revanche, ce qui est intéressant, je crois, je ne sais pas ce que vous en disent ces jeunes, au-delà de ce que vous nous avez fait entendre, mais la police est parfois considérée, vue quasiment comme une bande rivale, en fait. Et malheureusement, les jeunes policiers ont tendance également à se comporter de la même manière, c'est-à-dire, je pense que c'est d'abord un problème de formation, hein, sur la posture que doit avoir un policier, sur le Eux-mêmes, discours, ils la jouent ce langue. jeu-là presque. Oui, c'est cela. Ils sont dans, voilà, dans une rivalité de territoire, une rivalité de pouvoir, une rivalité de bande. Et ça, c'est assez pathétique parce qu'on ne construit rien comme ça. Il y a aussi la question des parents. Alors évidemment, ça a été le souhait d'Emmanuel Macron, de Gérald Darmanin, de pointer du doigt les parents. Mais il y a une chose assez sourde, mais qui a été observée par un certain nombre de personnes, notamment les juges pour enfants à Bobigny, qui évoquent les figures des mères. Ils disent qu'ils avaient face à eux des mères, je cite, des mères isolées, des mères en désarroi face à des enfants qui parfois leur échappent. Ça, c'est le récit du président du tribunal de Bobigny. Il parle très peu des pères. Vous qui êtes professeur en Seine-Saint-Denis, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est? Est-ce que lorsqu'il y a des réunions parents, profs, est-ce qu'il y a effectivement majoritairement des mères, ou est-ce que les pères sont là? Oui, il y a majoritairement des mères, effectivement. Le problème de l'absence des pères, alors il n'est pas général. Il y a des familles où les pères sont là, hein, et les pères viennent nous voir. Mais c'est vrai qu'il y a des familles assez, enfin relativement nombreuses, où on ne voit que les Ils mères. sont où, les pères? Ce sont parfois des familles qui sont éclatées, hein, des familles monoparentales, des papas qui travaillent sur des horaires qui ne sont pas celles de l'école. Donc Mais les mères aussi, elles travaillent dans des horaires décalés. Et oui, quand bien même, elles se sûr. débrouillent pour être là. Pas toujours, malheureusement, il y a des enfin, parfois des parents qu'on ne voit pas du tout. Donc, il est évident que, la relative absence des pères joue un rôle, et c'est sûr que cette absence d'autorité paternelle, dont on sait combien elle peut compter pour fixer les cadres et les limites, joue nécessairement dans l'absence de cadres et de limites, même si les mamans, bien sûr, essayent et les fournissent également, mais on sait que c'est beaucoup plus compliqué. Je voulais profiter de votre présence aussi pour vous poser une question. Ça m'a beaucoup frappé quand j'ai reçu le maire de l'Haÿ-les-Roses la semaine dernière. Parmi tous les facteurs de ces émeutes, il disait notamment une chose. Il disait, aujourd'hui, on n'autorise plus le redoublement. Et l'une des conséquences, c'est que ces jeunes, parfois, c'était son expression, traversent les classes sans acquérir les fondamentaux et se retrouvent de plus en plus noyés. Est-ce que vous aussi, vous faites ce constat? Oui, mais en fait, le constat, il faut le faire de différentes manières. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne fait plus de redoubler parce qu'on s'est rendu compte qu'un élève qui redouble, en fait, dans 99% des cas, ne progresse pas l'année suivante. Donc, pourquoi le faire rester dans une classe où il ne va pas progresser? Et en fait, le problème n'est pas la question du redoublement. Le problème, c'est la prise en charge des élèves dès la plus tendre enfance, c'est-à-dire maternelle et premières années d'école primaire, par des structures qui seraient adaptées, et notamment des professeurs spécialisés qu'on appelle des RASED, que Nicolas Sarkozy avait supprimé quasiment, que François Hollande a un peu remis, mais pas assez, Mais pas suffisamment, qui pourraient aider ces enfants qui, vous savez, les professeurs sont des professionnels. Ils les repèrent immédiatement. Il faudrait tout de suite les En fait, prendre si en on charge. vous écoutait, si on vous laissait aussi juger davantage, on aurait peut-être désamorcé un certain nombre
Bah, si on écoutait d'une manière un peu plus générale, les gens du terrain, voilà, peut-être voilà, c'est bien que les technocrates et les hauts fonctionnaires prennent des décisions, mais il faudrait peut-être écouter un petit peu les gens qui vivent sur le terrain. C'est ce qu'on a fait ce matin. Donc, merci effectivement d'être venu, vous, Yanis Roder, vous d'y avoir été sur le terrain. Nicolas Traîneau, merci à tous les deux. Il y aura beaucoup à dire et je trouve ça important et on en a fait la promesse sur RMC de continuer en septembre, en octobre, à prendre du recul et à ne pas passer d'une actualité à l'autre. Celle-là, elle couve, elle a explosé il y a quelques jours. On attend le 14 juillet, évidemment, avec crainte dans certaines communes, mais on trouvera important de continuer avec vous, Yanis Roder, et avec d'autres, à essayer de comprendre ce qui s'y passe. Merci d'être venu. Il est 7h51.